C'est bon? C'est bon. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue sur ce forum de la création et reprise d'entreprise version Bourgoin-Jallieu 2021. Donc, ce forum est organisé cette année par la Chambre de métiers de l'artisanat de l'Isère, ainsi que avec la participation également de la CAPI. Donc, à l'occasion de ce forum, vous retrouverez aussi tous les acteurs de la création ou la reprise d'entreprise, donc tous les partenaires qui pourront vous accompagner dans ce parcours. Donc, aujourd'hui, on est sur cette étude qui est préliminaire en fait, hein. Je valide mon idée, je trouve des clients. On va parler un petit peu du démarrage. On part de l'idée et puis on va déjà valider l'idée et puis ensuite vérifier quel est votre marché afin de démarrer sur des bonnes bases et puis ne pas partir trop vite sur du chiffrage, hein. L'étude de marché, c'est vraiment quelque chose à faire en amont. Je vais laisser mon collègue se présenter également. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette webconférence dans le cadre du Forum de Bourgoin-Jallieu. Donc, moi, je suis Christophe Sellette. Je suis conseiller entrepreneuriat à la CCI Nord-Isère, Chambre de commerce et de l'industrie Nord-Isère. Et donc, mon travail, c'est d'accompagner les créateurs et les créatrices de l'idée, de l'envie, du début du projet jusqu'au décollage de leur activité. En tant que partenaire également, Annabelle Richard, qui ne pourra pas nous rejoindre sur cette visio aujourd'hui, mais qui représente le secteur de l'assurance. Donc, on verra également que les assureurs sont à consulter en amont du démarrage de l'activité. Me concernant, donc, je suis Laurence de Bernardi, je suis conseillère en création et en transmission d'entreprise à la Chambre de métiers de l'artisanat. Donc, moi, je suis basée sur le site de Vienne. Je signale également que cette visioconférence fait partie d'un ensemble, hein, sur des thématiques très complémentaires les unes des autres. Et nous pouvons vous inviter aussi à les retrouver, à vous inscrire sur le site cma-isère.fr. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc, avoir une idée. Donc là, si vous êtes là aujourd'hui ou devant votre écran, c'est parce que vous avez ce projet d'entreprendre, ce projet de création d'entreprise. Et parfois, il peut être un petit peu compliqué d'identifier quelle est la chambre consulaire que vous devez contacter. Alors, pour simplifier, on va commencer par les commerçants. Commerçants, ce sont les personnes qui achètent, qui revendent. Souvent, on a un local commercial. On peut avoir aussi des fonctions de conseil, des fonctions un petit peu plus libérales. Et dans ce cas-là, c'est la Chambre de commerce et de l'industrie. Et nous, on s'adressera plus particulièrement à la CCI Nord-Isère, basée sur Villefontaine ou sur le site de Vienne. Donc ça, c'est pour les commerçants. Et lorsqu'on parle d'artisan, qui dit artisan dit art, donc savoir-faire manuel, hein, souvent, c'est de la prestation de services manuels, il y a de la fabrication. Et là, donc, on va s'adresser à la chambre de métier et de l'artisanat. Et puis là, pour le secteur géographique, vous avez une antenne, enfin le siège social sur Grenoble et puis une antenne sur Vienne. Créer ou reprendre. Souvent, lorsque vous nous contactez, vous avez un projet de création d'entreprise. Parfois, vous ne vous êtes pas encore posé la question de la reprise parce qu'il peut y avoir des préjugés, des a priori. On peut imaginer que reprendre un fonds de commerce, c'est quelque chose qui va être coûteux. Eh bien, on vous invite quand même à vérifier s'il n'existe pas une petite affaire à reprendre sur votre secteur géographique parce que ça facilite quand même grandement les choses. On va partir déjà avec un historique. Les banques vont financer plus facilement. Parfois, on a déjà une notoriété, il y a une clientèle, on a du personnel qualifié. Donc, ça peut être intéressant aussi dans votre étude de marché d'envisager cette hypothèse. Et à ce titre, on vous invite à aller consulter le site Transentreprise, qui est une base nationale alimentée par les chambres de métiers, les chambres de commerce. Et grâce à son moteur de recherche et des mots-clés, vous allez pouvoir identifier éventuellement des affaires ou des chefs d'entreprise à rencontrer dans le cadre de cette transmission. Alors, donc, créer une entreprise, c'est un processus qui peut être complexe parce qu'effectivement, ça nécessite d'appréhender toute une série de dimensions
de thématiques qui sont très très différentes les unes des autres. Hein, le cadre réglementaire, chaque entreprise évolue dans le cadre d'une réglementation. Si vous ne maîtrisez pas ou si vous ne connaissez pas ce cadre réglementaire, vous risquez rapidement d'avoir des problèmes avec le fisc, avec la réglementation, avec la loi, hein, en règle générale, quoi. Donc le mieux, c'est quand même d'appréhender, je dirais, cette dimension. Et puis, vous allez construire une entreprise qui sera à la mesure de votre projet. Donc, il sera important de vous questionner, je dirais, sur ce que vous voulez faire, ce que vous avez envie de faire, sur les moyens que vous allez pouvoir mettre dans votre projet, sur l'énergie, le temps. Hein. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'adéquation homme-femme-projet qui sera à prendre en compte parce que cette dimension personnelle, finalement, elle est peut-être même plus importante que les autres parce qu'au début, il n'y a que vous dans votre projet. Hein. En tout cas, il y a vous et vous êtes la personne la plus importante au monde. Et puis, ça va être le sujet, je dirais, de notre atelier là, aujourd'hui, c'est de faire, je dirais, toute l'étude préliminaire au commercial qui va permettre de dimensionner, de fournir les éléments de prix, d'aller trouver qui sont les clients, combien ils sont prêts à acheter, et donc de faire bien sûr une étude financière et puis éventuellement une étude juridique. Donc vous voyez que ce processus, il est à la fois chronologique et en même temps, il intègre plein de dimensions très très différentes les unes des autres et qui convient, je dirais, d'appréhender dans son ensemble pour avoir une vision complète de là où on va, parce que sinon, effectivement, ça présente des risques qui peuvent être plus importants pour le démarrage de votre activité. Petite précision également, là on parle de forum de la création et de la reprise. Alors autant pour un créateur, il est évident, il devient évident que cette étude de marché est à réaliser. Ce qu'on préconise aussi avec Christophe, c'est ne pas négliger cette partie-là si vous êtes aussi un repreneur, puisque l'affaire que vous reprenez, elle évolue dans un environnement. Il y a une stratégie commerciale qui a été mise en place par le prédécesseur, hein, par le dirigeant qui souhaite céder. Mais voilà, l'étude de marché va vous permettre aussi d'étudier des opportunités ou envisager un développement ultérieur pour l'entreprise qui est ciblée. Donc, c'était juste une petite aparté concernant la reprise d'entreprise. Alors, quand on dit devenir chef d'entreprise, c'est tout d'abord un grand changement au niveau de la posture. Alors, on verra un peu différents aspects. On peut commencer par parler des motivations. Lorsque vous venez nous rencontrer au démarrage, lorsque vous avez l'idée, souvent la motivation qui revient, c'est j'ai envie d'être autonome, j'ai envie d'indépendance. Pour les femmes, c'est pouvoir concilier vie personnelle et vie professionnelle, hein, surtout quand on a des enfants en bas âge. Donc, c'est parfois plus facile de travailler à la maison, d'avoir une petite activité. Voilà, tout dépend. Ensuite, il faut faire un bilan au niveau du ménage, hein, pour voir un petit peu comment tout ça va s'articuler. La création de son emploi également, sur des métiers en tension aussi. On est souvent motivé par le fait qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de demandes, hein, puis peu d'entreprises qui peuvent satisfaire cette demande au niveau des professionnels surtout. Donc là, on a le sentiment qu'on va améliorer ses conditions de vie. On est salarié aujourd'hui, on regarde sa fiche de paye et puis on se dit, ben mince, quand je regarde le prix qui est facturé par mon patron, ah ben, on a le sentiment qu'on pourrait peut-être en mettre un peu plus dans sa poche. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui fait partie des motivations qui reviennent, hein, l'envie de gagner plus. Et alors ça, c'est quelque chose qui est très, très risqué, hein. Ça ne peut pas être la seule motivation. On verra pourquoi. Parce que souvent, le chef d'entreprise, on va dire, c'est quand même un peu celui qui se paye après les autres, hein, surtout s'il y a du personnel. Puis la reconnaissance sociale aussi, parce que c'est très sympathique, c'est très valorisant de se présenter en tant que dirigeant, en tant qu'artisan, maître artisan parfois, en tant que président de sa société. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose qui peut vous motiver à vous lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, lorsqu'on crée son entreprise, il faut penser, donc il y a vos motivations personnelles, mais il ne faut pas oublier un petit peu tout l'environnement personnel et familial, c'est-à-dire votre conjoint pour ceux qui sont mariés ou pacsés, peut-être qu'il y a des enfants également. Donc il faut quand même penser au fait qu'on emmène un petit peu toute la petite famille dans l'aventure. Et il va falloir réfléchir un petit peu à votre organisation actuelle et l'organisation future qui va être engendrée par ces nouvelles fonctions de dirigeant. C'est-à-dire qu'on va travailler sur la disponibilité pour l'entreprise.
Aujourd'hui, vous êtes sur des contrats de travail peut-être à 35 heures, à 39 heures, voire plus, hein. Si vous êtes cadre, ben là, vous comptez peut-être plus vos heures. Mais il faudra quand même faire un petit point parce que il n'y a pas que la production, hein, il n'y a pas que l'activité de production, mais il va y avoir aussi tout le temps à consacrer ben, à la gestion, au commercial, etc. Donc, bien mesurer les différences et l'engagement en tant que cela va représenter. Et puis concernant votre revenu également, donc bah, surtout au départ, hein, si on est demandeur Pôle emploi, on peut aller chercher des aides, voilà, maintien de ses indemnités. On n'oublie pas quand même que bah, au niveau du ménage, il y a un revenu minimal qu'il va falloir atteindre pour payer bah, ses charges fixes, les charges personnelles, et puis toutes les autres dépenses peut-être liées au foyer. Donc, au niveau des contraintes, on peut avoir aussi, ben, selon le statut personnel, si on est séparé, il peut y avoir de la garde alternée. Donc là, c'est pareil, ça aura des conséquences sur votre organisation personnelle. Peut-être des semaines où vous serez moins disponible pour aller rencontrer des clients le soir. Donc, c'est toutes ces petites choses-là, ce qui fait que pendant les formations, lorsqu'on vous accompagne de manière individuelle ou en présentiel, hein, à travers des formations, c'est vraiment un aspect que l'on regarde, hein. On vous aide à mettre, voilà, à être face à ces contraintes, à bien les identifier et puis à bien calculer les revenus dont vous avez besoin demain. Hmm. Ce qu'on peut peut-être recommander d'ailleurs en termes de conseils, c'est faites peut-être un tableau avec ce que vous avez, ce que vous apportez et ce qui vous manque, je dirais, pour créer votre entreprise. Quand je dis un tableau, c'est un tableau ce qui vous manque en termes de temps, de disponibilité, de compétences, d'argent, de choses comme ça, pour pas vous raconter d'histoire, hein, vraiment bien lister ce que va demander, je dirais, votre création d'entreprise et ce que vous allez vous apporter, je dirais, dans le cadre de la création, que ce soit encore une fois l'investissement, le temps, la dispo, etc., hein, l'énergie, et puis ce qui va vous manquer de manière à être capable, je dirais, de le couvrir. Quand on parlait de compétences, je parlais de compétences, le savoir-être est également quelque chose d'important. Alors, on ne naît pas hein, entrepreneur, forcément, c'est quelque chose qui se développe, mais il y a un certain nombre de caractéristiques, on va dire de grandes caractéristiques, qui sont à peu près propres, je dirais, aux entrepreneurs, même si, encore une fois, on est tous très différents et les entrepreneurs sont tous des gens très, très différents, quoi. Laurence parlait d'indépendance et d'autonomie. La contrepartie de cette indépendance et cette autonomie, c'est un petit peu le sens des responsabilités. C'est-à-dire que non seulement vous allez vous engager hein, sur le développement, je dirais, d'une activité, mais vous allez engager des gens pour vous. Vous allez peut-être engager votre environnement familial hein, sur le plan financier. Vous allez engager des partenaires techniques, économiques, financiers, commerciaux, etc. Donc, c'est-à-dire que vous allez être amené à vous engager à prendre des décisions pour vous, mais également pour des gens qui sont autour de vous. Donc, ça veut dire que la contrepartie de cette autonomie en tant que chef d'entreprise, ça va être d'avoir un sens des responsabilités pour être capable, encore une fois, d'assurer cet engagement, de l'assumer cet engagement qui va être pris à la fois pour vous et puis pour les autres également. On dit souvent que les entrepreneurs sont des gens qui aiment le risque. Moi, je ne crois pas. Je crois que les entrepreneurs, ce sont des gens qui ont plutôt une aptitude à maîtriser les risques, c'est-à-dire à être capable de les identifier et à mettre en place des mesures, des solutions qui vont justement être capables de pas s'engager, je dirais, n'importe comment. On ne joue pas sa vie sur un projet de création d'entreprise. Il ne faut surtout pas jouer sa vie. Hein, on va mettre un investissement, on va décider de consacrer 1, 2, 3 ans pour développer son activité. Si ça ne marche pas, on aura perdu 1 ou 2, 3 ans, on aura perdu certaines mises financières. Mais donc, c'est toute cette maîtrise des risques, finalement, qui fait qu'on va développer un petit peu cet esprit, je dirais, entrepreneurial. Et en considérant qu'encore une fois, on ne joue pas sa vie, mais on peut être amené à investir un petit peu plus, avoir un engagement qui va être plus fort que celui d'un salarié, notamment par rapport à son financement ou son patrimoine personnel. La contrepartie de la souplesse, également de l'autonomie, bah, c'est de savoir s'adapter. Hein. Vous imaginez bien que quand on est entrepreneur, on travaille quand même à plus de 100%, en tout cas au début. Hein, et donc, être souple, autonome, indépendant, il va falloir être capable de s'adapter, d'être disponible. Disponible au niveau du temps, mais disponible également au niveau de la disponibilité intellectuelle. Parce que si vous êtes en train, je ne sais pas, de concevoir un produit, mais que vous avez un client qui est dans la panade et qui vous appelle parce qu'il a besoin d'être dépanné, bah, il faudra que vous soyez capable
de switcher d'un sujet ou un autre. Donc ça va demander une certaine souplesse et une capacité d'adaptation qui va être très très fort pour être disponible, hein, et pour naviguer entre le très stratégique, le très opérationnel, le court terme, le moyen terme et le long terme, hein. Donc ça demande beaucoup beaucoup de plasticité comme ça, je dirais, dans la façon de gérer le temps. Et puis, il y a un point qui me semble également important en termes de savoir-être, c'est la notion de la persévérance. Vous verrez que créer une entreprise, c'est faire un petit peu le yo-yo émotionnel. On a des périodes où ça va bien, on a des réussites et on exulte. On a des périodes où ça va pas du tout parce qu'on a perdu une grosse affaire et que bah, ça peut mettre en péril, je dirais, le projet d'un point de vue financier. On a peut-être une période de traversée du désert. Donc on a tendance à faire un peu ce yo-yo émotionnel. Et donc ce qui est important, c'est d'avoir cette persévérance pour toujours, je dirais, revenir sur la vague, remonter et puis bah, être capable d'avoir l'énergie qui va vous permettre de changer, de passer et puis d'aller voir un petit peu plus loin pour gagner un petit peu plus, quoi. Et donc tout ça, finalement, ce savoir-être, ça va vous demander un certain nombre de compétences, de caractéristiques, de savoir-faire qui peuvent être très très différents. Alors je vous rassure, on les a jamais tous, ces savoir-faire. Donc il va falloir les développer, aller les chercher, vous former, etc., etc. Mais ces savoir-faire, je dirais entrepreneuriaux, bah, ils peuvent être techniques sur le métier que vous allez réaliser, ils peuvent être commerciaux, ils peuvent être de gestion, ils peuvent être d'animation de réseau, etc. Ils peuvent être multiples, mais en tout cas, il va être important pour vous d'acquérir, de développer ou d'aller chercher ces savoir-faire pour que vous puissiez réussir dans votre projet de création d'entreprise. Alors, concernant le savoir-faire technique, alors là, ça nous fait penser à autre chose, c'est que si on revient sur les métiers de l'artisanat, donc l'artisanat, savoir-faire technique, hein, compétences professionnelles, manuelles, et puis si on a énormément de métiers qui exigent des qualifications. Donc, alors, c'est pour ça qu'on les met aussi dans cette partie un petit peu étude de marché, puisqu'il peut s'avérer que l'idée que vous avez de votre future activité, l'offre que vous pensiez proposer à vos clients, eh ben, finalement, elle mérite d'être affinée. Et puis, il y a peut-être des choses que vous auriez aimé vendre à vos clients et vous n'aurez pas forcément la possibilité de le faire. Les métiers du bâtiment, par exemple. Donc, quand on parle de qualification aujourd'hui, c'est pas parce que vous avez une expérience en plomberie que vous allez pouvoir faire de la maçonnerie ou que vous avez passé un CAP de maçonnerie que vous allez pouvoir faire de l'électricité. Donc, c'est un gros travail aussi qui fait partie de cette étude au niveau de votre expérience professionnelle. Hein, il va falloir nous mettre en avant vos diplômes et puis vos expériences professionnelles pour qu'avec le centre de formalité d'entreprise, que l'on puisse voir qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. D'autres métiers, par exemple, bah, c'est les métiers de la boulangerie ou de la pâtisserie, les métiers de la boucherie. Là, c'est pareil, on va vous demander soit un CAP, soit une expérience de 3 ans, mais qu'il faudra valider en plus avec des attestations employeurs ou des fiches de paye. La coiffure également. Si vous voulez vous installer, prendre un local commercial et recevoir vos clients dans votre salon, ben là, vous devez être titulaire du brevet professionnel ou alors avoir une salariée qui est titulaire de ce brevet professionnel et en plus à plein temps, en permanence au salon. Donc, vous voyez, en fonction des activités, on peut avoir une réglementation, des qualifications voilà, qui peuvent mettre un petit peu à mal l'idée que vous faisiez de l'offre future. On a aussi, ben voilà, par exemple pour les VTC, hein, il y a un examen de taxi qui est à passer, le ramonage également. Enfin bon, toutes les activités de l'artisanat, en gros, ont une réglementation quand même assez stricte. Et voilà, ça exige que nous fassions le point en amont sur vos activités. Alors, si on zoome un petit peu sur les rôles, hein, sur les différents rôles, je dirais, d'un chef d'entreprise, donc effectivement, les rôles, ils peuvent être multiples. Donc voilà, on en a identifié 3, et moi j'en ajouterai un quatrième peut-être à ce camembert, hein, qui s'affiche là à l'écran.
Le premier, le rôle qu'on connaît le mieux, c'est celui qui est en bas, concevoir et produire. Donc concevoir et produire, c'est l'activité dans laquelle on va se lancer. Ça, on peut le maîtriser. C'est-à-dire que, je ne sais pas, vous gérez un restaurant, bah, vous allez faire des plats, hein, des menus, voilà, des formules, des choses comme ça, et puis vous allez les servir et vous allez les vendre. Hein, vous êtes plombier, bah, vous allez faire de la plomberie, vous allez intervenir comme ça tous les jours en SAV, en intervention chez les clients, en construction nouvelle, etc. Je ne sais pas, mais enfin, vous allez faire votre métier. Donc ça, celui-là, on le connaît bien. Mais il y a un rôle qui est extrêmement important quand on est chef d'entreprise, c'est celui de vendre et communiquer. Alors, il faut savoir que ce rôle, au démarrage de l'activité, il n'est pas négligeable et souvent même, il est très très conséquent. On estime qu'en moyenne, quand on démarre une entreprise, on passe à peu près 70% de son temps à faire de la vente et de la communication. Alors, vente et communication, ça peut être sur les réseaux sociaux en train de publier des posts pour faire de la communication, ça peut être achalander sa boutique hein, pour qu'elle soit jolie et que les gens entrent, alors sa boutique ou sa vitrine ou ses rayonnages, bien sûr, hein, pour que les gens entrent et puis achètent des produits, ça peut être faire de la prospection téléphonique en appelant des clients, je ne sais pas, hein, voilà, donc ça peut être effectivement il y a plein de façons de faire de la vente, je dirais, différentes. Mais vendre et communiquer, on considère que c'est un poste qui est extrêmement important et qui peut représenter, vous voyez, pratiquement les 2 tiers de votre activité, je dirais, au démarrage. Et puis, il va falloir piloter votre activité également. C'est-à-dire peut-être acheter des produits, acheter de la sous-traitance, acheter des ingrédients pour faire, encore une fois, vos plats dans votre restaurant, piloter l'activité d'un point de vue opérationnel, être sûr que cette activité, elle se passe bien, que vous ne perdez pas de l'argent, que vous ne perdez pas des produits, etc., que vous avez de la qualité, que si c'est des denrées périssables, ça ne pourrisse pas dans le frigo, hein, ce genre de choses. Et puis, vous allez faire de la gestion, faire des factures, facturer, être payé, faire des relances, gérer des contentieux, des choses comme ça. Donc, il y aura toute une partie gestion administrative qui sera importante. En moyenne, les ratios au démarrage, là aussi, on estime qu'à peu près 20 à 30%, je dirais, du temps hein, de l'activité d'un chef d'entreprise concerne un petit peu ces rôles d'achat, de pilotage et puis de gestion. Donc vous voyez que c'est pas négligeable et on est déjà à 70, 30%. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui me reste pour faire mon métier? Ben, vous allez vous rendre compte, c'est qu'à dire qu'on est à plus de 100% quand on démarre une activité. Hein. Donc souplesse, autonomie, oui, mais vous attendez pas, entre guillemets, à alléger votre temps de travail, en tout cas au démarrage. Et à ces 3 rôles, ces 3 grands rôles, hein, il y en a d'autres, j'en ajouterai un quatrième qui me semble extrêmement important, c'est le rôle d'animateur. Je vous en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez devenir l'animateur d'un écosystème, d'un environnement, je dirais, de travail, de gens qui vont travailler avec vous. Ça peut être votre comptable, votre banquier, vos financeurs, vos partenaires clés, vos fournisseurs, peut-être même certains clients testeurs. Et il va falloir que vous animiez tout cet écosystème, tout cet environnement, parce que ce pas des gens qui vont prendre des décisions à votre place ou qui vont faire avancer votre dossier, je dirais, à votre place. Même votre comptable, il va falloir, entre guillemets, que vous lui donniez les éléments, que vous alliez chercher les infos, que vous soyez capable de communiquer avec lui. Donc il y a un rôle d'animation qui me semble extrêmement important lorsqu'on est chef d'entreprise, d'animation finalement de son environnement, de son écosystème. Et puis quand on est chef d'entreprise également, il faut innover. Parce que le marché évolue, c'est quelque chose de dynamique, de mouvant, qui change sans arrêt. Et si vous vous endormez sur vos lauriers, ou si vous restez les 2 pieds dans le même sabot, hein, en termes j'utilise cette expression souvent, vous risquez de vous retrouver marginalisé parce que de nouveaux concurrents vont intervenir avec des offres qui sont nouvelles, innovantes, etc. Et donc ils vont vous marginaliser, ou les clients vont changer leur façon d'acheter. Hein, ils ont envie de nouvelles choses, les tendances vont changer. Et si vous ne évoluez pas avec le marché, vous risquez de vous retrouver marginalisé et votre activité, elle ne sera peut-être pas pérenne dans le temps. Donc cet aspect innovation est quelque chose extrêmement important, je dirais, pour réussir son démarrage d'activité, mais aussi pour le pérenniser. Alors, puisqu'on parlait de marché, en fait, moi j'imagine assez le marché comme un océan, un peu comme un océan. Alors, des montées ou calmes, ça dépend des périodes. Hein. À savoir que, puisqu'on sort d'une période un petit peu économique assez compliquée, il y a autant de risques que d'opportunités. C'est-à-dire que même quand le marché peut paraître compliqué, ça peut créer d'autres opportunités sur lesquelles de nouveaux entrants vont se positionner. Vous l'avez vu d'ailleurs avec cette période sanitaire complexe, c'est-à-dire il y a des secteurs d'activité qui n'ont pas du tout fonctionné, et par contre il y a de nouveaux secteurs d'activité et de nouvelles offres, en particulier le digital par exemple, sur lesquels il y a eu une explosion, je dirais, complète de certaines activités. Donc il y a toujours, je dirais, des opportunités. Et vous, donc, il va falloir que vous entriez hein, et que vous naviguez sur ce marché un petit peu, voilà, avec des courants, des vents qui vont un petit peu dans tous les sens. Et donc, faire son étude de marché, c'est comprendre ce qui se passe autour de vous.
Si vous ne comprenez pas ce qui se passe autour de vous, vous êtes un petit bouchon de liège sur cet océan démonté. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui fixez le cap, ce n'est pas vous qui prenez vos décisions, c'est le marché qui les prend pour vous. Hein, c'est-à-dire que vous allez naviguer au gré du courant, au gré des vents, un moment d'un côté, un moment de l'autre, voilà, vous allez un peu boire la tasse, vous allez être submergé par un certain nombre de vagues. Et qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? C'est que même pour un bouchon de liège, hein, sur un océan démonté, bah, vous commencez un peu à flottiller, à boire la tasse, et au bout d'un moment, même le liège, eh ben, ça finit par couler. Hein. Donc l'enjeu, c'est bien sûr de réussir sa création d'entreprise, mais surtout de la pérenniser, c'est-à-dire de durer dans le temps. Hein, je pense qu'on est bien d'accord. Et donc, pour maîtriser ce qui se passe autour de vous, maîtriser ce qui se passe autour de cet environnement, ben, il y a un certain nombre d'univers, ça s'appelle des univers dans le jargon marketing, qu'il faut maîtriser. Et ces univers, globalement, ils sont au nombre de 3. Le premier univers, c'est l'univers de la demande client, l'univers des clients. Il va falloir comprendre qui sont les clients, est-ce qu'ils sont nombreux, comment ils achètent, combien ils sont prêts à payer, quelles sont leurs motivations, leurs besoins, quels sont leurs freins aussi. Hein. Donc un certain nombre de problématiques liées à tout cet univers, je dirais, de la demande des clients. Et puis il y a un deuxième univers qui est important également, c'est l'univers des concurrents. Vous savez qu'on dit souvent qu'il faut se différencier. Mais pour se différencier, il faut savoir ce que font les autres. Sinon, comment on se différencie? Donc, il va falloir, je dirais, comprendre comment fonctionnent les concurrents, les gens qui sont déjà en place, alors concurrents directs et concurrents indirects, pour vous inspirer peut-être de ce qu'ils font. Hein, et faire à minima la même chose qu'eux, parce que si vous avez une offre qui est moins intéressante, vous risquez de là aussi de ne pas pouvoir démarrer, ou peut-être de vous différencier, d'innover en faisant des choses qui seront un petit peu différentes, parce que si vous avez compris ce que veulent les clients, si vous avez compris ce que font les concurrents, vous allez pouvoir proposer quelque chose qui aura de la valeur, hein, et qui créera de la valeur pour vos clients, et là, vous avez un peu plus de garantie, je dirais, que votre projet fonctionne. Et puis, il y a des choses qui ne rentrent pas dans le domaine ni des concurrents, ni des clients. Hein, Laurence le détaillera tout à l'heure, mais ça peut être des éléments sociologiques, politiques, de l'égalité, de taux de TVA, etc., quoi, qu'on a regroupés sous l'aspect environnement. Alors, environnement, ce n'est pas au sens de développement durable uniquement, mais au sens de contexte, et qui peuvent être importants parce que, je prends un exemple, un changement de taux de TVA, ce n'est pas les clients qui décident de plus ou moins acheter, ce n'est pas les fournisseurs qui ont changé leur offre, mais ça peut avoir un impact sur le marché. Et donc, c'est important d'appréhender tout cet aspect-là, la réglementation, on en parlait, parce que ça peut conditionner la réussite ou la pérennité de votre activité, hein, alors que finalement, ça ne serait pas un changement dans le comportement des clients. Et l'étude de ces 3 univers, ça va vous permettre je dirais, de construire une offre de produit, de service, hein, une proposition de valeur, on dit, voilà, toujours dans notre jargon. Et là, avec ça, vous aurez un positionnement qui sera clair, qui sera compris par les clients, et vous pourrez donc bâtir une stratégie commerciale, des objectifs, et faire des prévisions de chiffre d'affaires qui seront à peu près fiables. Oui, je sais que ça peut paraître toujours un peu compliqué de dire, mais comment je fais des projections de chiffre d'affaires? Et pourtant, il y a des méthodes, il y a des outils, c'est possible, et on peut le faire effectivement en étudiant son marché. Et à partir de ça, vous pourrez décider d'abandonner, de continuer, mais plutôt souvent de vous positionner finalement là où c'est le plus facile, là où vous allez mettre le moins de temps, le moins d'énergie, et vous allez pouvoir gagner le plus d'argent facile, plus d'argent rapidement, parce que vous aurez identifié peut-être une niche, hein, sur laquelle vous positionnez, qui vous permettra de démarrer le plus rapidement possible votre projet. Donc, comme disait Christophe, hein, le client, donc c'est vraiment l'élément clé de l'étude de marché. Donc, lorsqu'on anime les formations, on a tendance à insister sur le fait de mettre ce client au centre vraiment de toutes vos préoccupations. Mais le client, on ne va pas parler non plus de généraliser, parce qu'il ne faut pas rêver, dès lors que vous allez avoir défini votre offre, elle va pas s'adresser à l'ensemble de la population française. Donc, c'est pour ça qu'il y a un travail à faire de ce qu'on appelle de la segmentation. C'est-à-dire que parmi cet ensemble de populations, les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes, les plus anciens, ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui sont propriétaires, ceux qui sont locataires, etc., on va plutôt essayer de segmenter, c'est-à-dire de créer des groupes homogènes de clients potentiels, c'est-à-dire ils ont un même comportement d'achat. D'accord? Donc, ça peut être un exemple de segmentation, ça peut être une offre qui s'adresse qu'aux hommes, ou au contraire, une offre qui s'adresse aux femmes, une offre qui s'adresse qu'aux jeunes, qu'aux adolescents, ou au contraire, une offre qui est vraiment
qui est vraiment orienté sur les personnes beaucoup plus âgées, que l'on souhaite, par exemple, maintenir à domicile avec du service à la personne. Voilà, donc il y a tout ce travail à faire, c'est identifier au niveau de l'ensemble de la population les segments, les cibles de clientèle à qui votre offre va s'adresser. Si on ne les a pas ciblés, ça va être très, très compliqué de communiquer et de s'adresser à la personne. Votre client a besoin de se reconnaître. Il a besoin de sentir que c'est à lui que vous vous adressez, que vous le connaissez, hein, pour pouvoir se sentir vraiment écouté, choyé, bichonné. Donc voilà, ne cherchez surtout pas à vendre un produit ou une prestation à l'ensemble de la population, à l'ensemble des habitants de la commune où vous vous trouvez. Ça, c'est très important. En marketing, quand on travaille sur des formations en marketing, hein, on a tendance, on essaie de définir des personas. C'est des personnages, on va dire, un peu fictifs, à qui on va donner des caractéristiques. On va leur donner un petit nom, on va leur donner une situation professionnelle, on va dire où est-ce qu'ils habitent, ce qu'ils aiment, etc. Et c'est grâce à cette définition de nos personnages un peu fictifs que l'on va être en mesure d'adapter notre argumentation commerciale, de travailler notre plan d'action commerciale, notre argumentation, notre logo, le choix des couleurs, etc. Là, vous avez un petit exemple, hein, par exemple, de profil type, hein, de consommateur. Il y a beaucoup d'études qui sont faites, notamment par l'industrie agroalimentaire ou par les centres d'études. Par exemple, la consommatrice ou le consommateur de produits bio, eh ben, dans 3 cas sur 4, ce sont des femmes qui ont en moyenne 43 ans, qui ont un niveau d'instruction plus élevé, c'est-à-dire qui ont fait des études. L'IMC plus bas, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui surveillent leur poids, hein, donc qui recherchent une forme d'hygiène alimentaire et qui, ça va un petit peu avec, qui pratiquent de l'activité physique. Ce qui fait qu'un producteur, un fabricant de produits bio, il va s'inspirer de cette définition du profil pour pouvoir communiquer. Donc, il va accentuer sa communication sur le côté diététique, le côté bien-être dans son corps. Voilà. Donc, c'est aussi à ça que sert cette segmentation. Elle va vous aider à définir les comportements et les attentes de vos consommateurs, de vos cibles de clients. En artisanat, on a aussi une spécificité, hein, puisqu'on n'est pas dans une activité de négoce. Donc, on peut s'adresser lorsqu'on vous pose la question, mais qui seront vos clients? Vous allez me dire, ben, moi, je veux travailler avec des particuliers. Et puis d'autres vont nous dire, ben, moi, plutôt avec des professionnels. Je veux faire de la sous-traitance. Certains vont nous dire, mais moi, mon marché, c'est de la prestation de services et puis ce sont des industries. On a la possibilité aussi de s'adresser aux collectivités. Hein. Les collectivités, c'est votre mairie, la communauté de communes, par exemple la CAPI. Ben, ils peuvent avoir besoin de temps en temps de faire appel pour certains travaux, pour certaines prestations de services à des chefs d'entreprise. Il y a aussi les associations. Vous voyez, donc déjà, quand on parle de clients, on a déjà un type de segmentation ici, le particulier ou le professionnel, les collectivités, les industries. Ça peut être aussi comment on appelle ça, les hôpitaux et ces choses-là, les ouvrages fonctionnels. Donc, à partir de là, suivant qui vous ciblez en priorité, on imagine bien que la posture n'est pas la même. On ne s'adresse pas au particulier, qu'on va démarcher chez lui, par exemple, comme à un professionnel, un chef d'entreprise à qui on va proposer ses services. La posture n'est pas la même. On peut avoir un dress code aussi. Hein, il y a tout un tas de... Voilà, le langage aussi qui est à adapter, la manière de communiquer par mail, par téléphone. Donc là, c'est vraiment quelque chose aussi qui se travaille. Quelles sont les tendances aussi dans mon secteur d'activité? Donc, mon client, il a un comportement à ce jour, mais quel sera son comportement demain? On le voit, on en reparlera un petit peu au niveau de l'environnement avec l'évolution un petit peu des modes et puis des contraintes réglementaires qui vont s'imposer dans quelques années, notamment sur les aspects développement durable, économie d'énergie. Toujours se poser la question, mais qu'est-ce qui intéresse mon client? Pourquoi est-ce que mon offre est pertinente et qu'est-ce qui fait qu'il va l'acheter, qu'il va signer mon contrat ou mon devis?
Et puis, bon, ben, les questions habituelles, c'est qui consomme, qu'est-ce qu'on consomme, où est-ce qu'on consomme, comment est-ce qu'on consomme, pourquoi on consomme. Il faut, dans la mesure du possible, essayer d'avoir les réponses à ces questions. Donc, sur l'artisanat, on a aussi beaucoup de litiges qui apparaissent également, notamment dans les métiers du bâtiment ou de la prestation de services lorsqu'on travaille pour des professionnels, en sous-traitance par exemple. Donc, faites très, très attention. Et là, il y a réellement besoin d'accompagnement pour la rédaction de vos contrats de sous-traitance. Voilà, donc bien, bien faire attention à toutes ces choses-là. On a beaucoup de litiges, par exemple, des micro-entrepreneurs qui travaillent à plusieurs sur un chantier. Ben, ça, c'est compliqué parce qu'en cas de litige, en cas de problème avec le client, ben, le client, il a besoin d'identifier celui qui est un peu plus responsable que les autres. Donc, il y a tout un tas de précautions à prendre et parfois, pendant l'étude de marché, on va se renseigner aussi sur ces aspects réglementaires et bah, tout simplement, conditions générales de vente, on va essayer de se protéger et puis au passage, on protège aussi ses clients. C'est vrai qu'on fait souvent une erreur. On a l'impression que, en fait, quand on veut vendre à tout le monde, en fait, on vend à personne. Hein, parce que les exemples que prenait Laurence, on le voit bien, on est tous très différents dans nos caractéristiques qu'on dit sociodémographiques, c'est-à-dire notre âge, nos revenus, notre situation familiale, etc., dans la façon dont on vit, dans nos situations d'achat, dans nos goûts. Regardez sur le plan vestimentaire, hein, on s'habille pas pareil selon que on travaille dans un environnement de bureau et qu'on achète des chaussures de ville, hein, ou alors qu'effectivement, bah, on va travailler à l'extérieur avec plutôt, sans parler de chaussures de sécurité, mais avec des baskets ou d'autres choses, quoi. Donc, et même nos goûts vestimentaires sont très très différents, quoi. Donc on fait souvent un peu une erreur en entrepreneuriat, c'est qu'on a l'impression que plus on va élargir la cible de clients, plus on va avoir de clients. Mais en fait, ça, c'est pas vrai. Au contraire, c'est pratiquement le contraire. Il faut cibler, cibler, cibler le plus possible pour que les premiers clients, ils aient l'impression que l'offre que vous proposez, elle a été inventée pour eux. Hein, on est dans un monde où on est surinformé. Il y a une surabondance d'offres, je dirais, dans tous les sens. On arrive à trouver sur Internet, dans les magasins d'à côté, sur les marchés, etc. Donc si le client il n'a pas tout de suite le déclic, l'impression de dire ah, c'est exactement ce que je recherche, exactement ce qu'il me faut, bah, vous risquez de passer à côté et lui, il risque d'aller acheter ailleurs, quoi. Et donc l'important, effectivement, c'est de trouver les bons critères ou de faire des portraits robots, c'est ce qu'on appelle les personnages, ce que disait Laurence tout à l'heure, qui vont permettre de cibler les bons critères pour être capable tout de suite de travailler sur une niche. Parce qu'au début, segmenter, ça ne veut pas dire qu'on ferme la porte aux autres, ça veut dire qu'on établit une priorité pour, entre guillemets, toucher en particulier les clients là où ça va être le plus facile. Encore une fois, là, ce qui va demander le moins d'énergie, le moins de temps, et qui va vous permettre de gagner de l'argent le plus rapidement possible. Donc cet aspect de segmentation, hein, oui, ça marche avec les chaussures, ça marche avec l'artisanat. C'est impératif maintenant dans notre monde. Il faut d'abord se focaliser sur une niche parce qu'au début, là, vous avez que deux bras, vous avez votre seul cerveau, vous êtes un peu tout seul. Hein, vous n'êtes pas ni Adidas, ni Apple ou d'autres. Et donc, bah, focalisez-vous sur un segment de marché bien ciblé, bien défini. Et c'est comme ça que je dirais que vous allez démarrer. Puis quand vous maîtriserez ce segment, bah, vous pourrez passer à un autre et puis ainsi de suite, grossir. Petit rajout également, ce qui me vient à l'esprit, c'est tous ces créateurs, ces jeunes chefs d'entreprise qui démarrent avec un client ou deux clients, notamment pour de la sous-traitance. Donc, il faut être extrêmement vigilant aussi sur cet aspect-là. C'est que parfois, certains démarrent très, très vite. Ils ont 6, 8 mois d'activité devant eux avec un ou deux clients. Et le jour où ça s'arrête, eh ben, ils n'ont pas suffisamment travaillé en amont pour prendre le relais, pour avoir développé la clientèle, avoir pris le temps de prendre des contacts, de prospecter. Et malheureusement, on en voit quand même quelques-uns qui arrêtent assez rapidement par manque de préparation. Donc, faites très, très attention au client aussi qui va vous occuper à 100%. Il y a le risque de requalification en salariat déguisé dans certains cas, c'est quelque chose qu'on évoquerait dans un autre contexte, mais aussi le risque de travailler toujours pour le même, pour ceux qui font de la sous-traitance. Alors, on a parlé des clients, mais il convient de parler également, je dirais, des concurrents. Alors, concurrents directs et indirects, c'est peut-être pas quelque chose qui est très clair, je dirais, dans votre esprit. Les concurrents directs, c'est les gens qui font la même chose que vous, que ce que vous allez faire pour démarrer. Les concurrents indirects, c'est les gens qui répondent aux mêmes besoins, c'est-à-dire aux besoins exprimés par le client, mais de manière différente. Je ne sais pas, vous allez démarrer une activité de snacking le midi.
Vos concurrents directs, ce sera les autres snacks, mais les concurrents indirects, ça peut être le rayon snacking de Carrefour ou de la supérette, Mm. je dirais, du coin. Ça peut être le restaurant d'entreprise. Ça peut être la gamelle qu'amènent les gens, je dirais, le midi pour déjeuner. Ça peut être le kebab. Ça peut être d'autres choses. Donc, en fait, c'est des gens qui répondent aux mêmes besoins. Le besoin étant de déjeuner le midi, hein, de faire déjeuner le midi, mais de manière différente. Et donc, la concurrence directe, souvent, on arrive à peu près bien à l'identifier. Mais la concurrence indirecte, dans certains métiers, c'est toujours un petit peu plus difficile, parce qu'ils ne font pas le même métier que vous, ils font un métier différent, quoi. Et donc c'est ça qui est important, je dirais, à analyser et à comparer, parce que c'est elle qui peut vous prendre des parts de marché, voire même vous faire rater votre création d'entreprise, parce que vous ne l'aurez pas, je dirais, du tout identifié. Donc, comme je vous le disais, se différencier, ou pas d'ailleurs, mais à minima, avoir une offre qui est la même valeur, qui crée la même valeur que celle de vos concurrents. C'est ça l'enjeu. Et donc, pour être capable d'analyser ça, de mesurer ça, il va falloir comprendre comment fonctionnent vos concurrents. Donc, quelle est leur offre, quels produits, quels services ils proposent, à quel prix ils sont positionnés, comment ils la distribuent, quels horaires d'ouverture ils ont, est-ce qu'il y a de la possibilité de livraison, je ne sais pas, différentes choses, comment ils communiquent, est-ce qu'ils sont sur Internet, est-ce qu'ils ne le sont pas, voilà, toute une série voilà, de thématiques qui sont listées notamment sur cette planche, qui vont vous permettre de vous positionner à minima avec la même valeur que vos concurrents, ou peut-être avec des éléments de différenciation, si vous arrivez à identifier des choses sur lesquelles les clients peuvent avoir besoin et que les concurrents ne font pas. Et là, vraiment, vous avez un avantage concurrentiel et ça peut vous permettre je dirais, de démarrer rapidement et d'innover, quoi. L'innovation, c'est ça. C'est avoir un avantage concurrentiel par rapport à vos concurrents. Pour compléter, Christophe, je pense que tu es d'accord avec moi. On imagine toujours les connaître, ses concurrents, dans un environnement géographique proche. Et finalement, beaucoup sont plus cachés parce qu'entre ce qui apparaît sur un site Internet et puis la réalité de l'offre, hein, parfois, ça nécessite quand même qu'on prenne un petit peu de temps parce que on a des produits complémentaires qui ont pu être développés, puis tout n'a pas été mis à jour sur le site Internet, par exemple. Donc, c'est quand même, ça prend du temps, Mmh. l'étude de la Mmh. concurrence. Ouais. Et souvent, on a des créateurs et des créatrices qui vont oublier l'un des deux volets. Donc, ils vont analyser le marché principalement et voire même uniquement sous l'angle de la concurrence, c'est-à-dire en oubliant le client, ou Mm. d'autres qui vont étudier toute la partie client en oubliant la concurrence. Donc, les deux sont importants et l'analyse de l'environnement qui vient tout de suite derrière est également importante. Alors, l'environnement. Alors, autant la concurrence et les clients, voilà, on va trouver de l'information, même si ça prend du temps, autant l'environnement, alors là, c'est quelque chose que l'on subit de plein fouet. Alors, à la fois en termes d'opportunités, hein, quand ce sont des éléments de l'environnement qui vont booster votre projet, votre affaire, ou alors en termes de menaces. Alors, ces deux termes un petit peu barbares, on va revenir dessus pour bien que vous compreniez l'incidence et l'intérêt surtout de réaliser cette étude de l'environnement, d'identifier quelles sont les menaces, quelles sont les opportunités. Alors, on a pas mal de façons d'isoler les éléments de l'environnement. Là, on a pris au plus simple, donc politique, économique, socio-culturel, technologique, écologique, légaux. C'est une segmentation, on va dire, qui est assez simple à comprendre malgré tout. Au niveau du politique, alors quand on parle politique, on pense à nos hommes politiques, donc on pense à l'État, on pense aux périodes d'élection, par exemple, hein, qui parfois vont freiner un petit peu les grands projets, ou au contraire, hein, vont faire, euh, vont faire émerger des idées de nouvelles activités, de grands travaux, hein. On peut penser par exemple Paris 2024, voilà, des choses comme ça. Donc, l'aménagement du territoire, la protection du consommateur, là aussi, hein, c'est nos politiques qui vont définir les règles, la réglementation concernant, ben, par exemple, la gestion des déchets, hein, qui est nouvelle depuis juillet 2021, voilà, c'est au niveau de l'État que sont prises toutes les décisions, tous les décrets, toutes les réglementations qui vont s'appliquer à votre marché. Au niveau économique, alors et quand on parle d'économique, derrière, il y a un peu l'idée de moyens de budget, de moyens financiers. Donc là, ben, tout va dépendre du contexte économique. Donc aujourd'hui, on nous parle un peu de crise, mais ça repart.
le PIB sera peut-être un peu mieux que ce qu'il était prévu, le chômage monte, le chômage rebaisse. Vous voyez, tout ça, ce sont des éléments. Et puis en plus, on est submergé par ce type d'informations. Donc, parfois, ben, ça met un peu le moral en baisse, hein, en berne, on dit plutôt. Parfois, au contraire, ça nous booste, ça nous donne de l'énergie parce que les nouvelles sont bonnes. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui a grosse incidence sur le comportement des consommateurs et des ménages. La crise du Covid, par exemple, le confinement, eh bien, au niveau économique, ben, les personnes ont eu peur du lendemain, elles ont fait des économies, puis aujourd'hui, ce qu'on leur demande, ben, c'est de réinjecter cet argent dans l'économie réelle. Donc, vous voyez à quel point cet élément-là peut avoir des conséquences sur la demande des clients. Socioculturel, donc quand on parle de culture, on est un petit peu sur les mouvements de mode, voilà, sur les tendances. Donc, ben, le développement du bio qui poursuit une belle croissance quand même. Et puis, on le voit au niveau même des vêtements, hein, pour les commerçants. Le vêtement, le Made in France, par exemple. La silver economy, c'est tout ce qui concerne le service auprès des personnes plus âgées. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, un peu le maintien au domicile. Donc, eh ben là, on est sur le service à la personne, sur l'aide au ménage, sur l'accompagnement pour les courses. Voilà, c'est toutes ces sociétés qui sont très en tension d'ailleurs et qui cherchent en permanence du personnel parce qu'on a une très forte demande. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre au niveau socio-culturel? Ben, le vegan, hein, les végétariens, les véganes, ça c'est un mouvement qui est quand même assez fort. Donc on a vu que le secteur agroalimentaire sait surfer sur ces vagues et propose une offre adaptée pour les personnes qui vivent seules. Hein, on a les plats pour une seule personne, on a le plat vegan et même les restaurants ont suivi. Ils ont tous maintenant leur assiette végane pour satisfaire les besoins de cette clientèle. Le niveau technologique, donc là, la technologie, on parle plutôt on va dire de technique, hein, technologique, technique, matériel. Donc là, on est plutôt sur l'évolution du matériel. Ben, c'est par exemple ben, la robotisation. C'est la plateforme, voilà, les plateformes téléphoniques avec des robots hein, qui vous répondent. C'est toute cette évolution technologique qui modifie quand même pas mal à la fois l'offre et puis aussi la demande au niveau des clients. Technologique, c'est aussi l'évolution des véhicules. Hein. On peut parler, alors c'est à la fois technologique, à la fois écologique, avec les zones à faible émission de carbone. Là, au niveau des métropoles de plus de 150 000 habitants, on a quand même une réglementation qui approche, là, 2024 pour certaines, 2026, peut-être plus de diesel du tout dans les grandes villes. Donc voilà, c'est des choses qui vont s'anticiper. Et là, tout le secteur de l'automobile travaille sur le sujet, hein, sur la voiture électrique, la voiture hybride, et puis sans doute les moteurs à hydrogène pour dans quelques temps. Donc, vous voyez, l'écologique et puis le politique se croisent aussi. Hein. Pendant longtemps, on a eu du crédit d'impôt qui a boosté les ventes du photovoltaïque ou des chaudières à condensation. Et puis aujourd'hui, alors c'était une opportunité à l'époque, et puis le jour où ça s'arrête, eh ben, si vous avez créé votre boîte uniquement dans la pose de panneaux photovoltaïques, eh ben, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu calme sur ce marché. Par contre, on a celui de la pompe à chaleur qui explose. Vous voyez, donc c'est vraiment s'interroger sur, au niveau fiscal, identifier les aides de l'État qui vont booster, qui vont pousser un produit plutôt qu'un autre. Mais il a toujours cet effort que fait le gouvernement, hein, ce financement sous forme de crédit d'impôt pour encourager les clients à investir, à changer leur chaudière et à se mettre aux normes pour préserver l'environnement. Ben, il a toujours une durée dans le temps. Donc, il faut jamais oublier de réfléchir aux produits d'après. C'est un peu l'innovation dont parlait Christophe tout à l'heure. Mon produit, il a un cycle de vie, hein, il se développe, il a une période de croissance, de maturité, mais peut-être aussi qu'à un moment, il meurt. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'identifier. C'est par rapport à mon produit ou à ma prestation, où est-ce que j'en suis de son cycle de vie. Donc, vous voyez,
tous ces aspects au niveau de l'environnement, eh ben, soit des opportunités, soit des menaces. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument travailler. Il peut y avoir des menaces aussi au niveau géographique, hein. On n'a pas parlé de la saisonnalité géographique, climatique, etc. Donc, ça rejoint un peu l'écologique. Dans certains métiers, on est très fragile dès lors qu'on a des règlements climatiques. Ou tout simplement, hein, le restaurant, ben, en fonction du temps qu'il va faire dans la semaine, ben, il va devoir adapter son offre. Donc, c'est identifier, hein, tous ces éléments au niveau de votre environnement que vous subissez, mais qui vont vous permettre de vous adapter. Et puis, on parle voilà, de vous adapter, on parle de résilience aussi, c'est-à-dire de rebondir, hein. Après une modification importante, eh ben, il s'agit de rebondir et d'adapter votre offre. Donc, soyez curieux, hein, c'est la plus belle des qualités, la plus grande qualité d'un dirigeant, il n'a pas de certitude, hein, il est toujours en mode veille, c'est-à-dire écoute de son environnement. Concernant les assurances, oui, donc Annabelle n'est pas avec nous, mais vous pouvez la contacter à ce sujet bien en amont du démarrage de l'activité parce que effectivement, on a des porteurs de projets qui ont démarré un petit peu trop vite, souvent des micro-entrepreneurs qui peuvent s'immatriculer en ligne très rapidement. Et puis, une fois immatriculés, ben, ils se rendent compte qu'ils ne trouvent personne pour les assurer. Donc, quelles sont les assurances obligatoires? Ça mérite de consulter vos assureurs en amont. Sur les métiers du bâtiment, sachez que vous avez l'assurance décennale, y compris lorsque vous êtes sous-traitant, hein, puisqu'il y a un petit malentendu à ce niveau-là. Si vous n'avez pas d'assurance décennale en tant que sous-traitant parce que votre client, le donneur d'ordre, vous explique que c'est la sienne qui fonctionnerait, ben, n'empêche qu'en cas de litige ou de malfaçon, l'assureur cherche toujours le propriétaire de la cause, donc peut venir se retourner contre vous ou alors va faire augmenter de manière importante les cotisations d'assurance de votre client. Et puis le fait d'avoir une assurance décennale vous permet, vous, d'être bien dans les clous, d'être en règle par rapport à des prestations que vous pourriez faire chez des particuliers, puisqu'elle est vraiment obligatoire. Une autre assurance qui est obligatoire, c'est celle des véhicules. Alors que vous ayez un véhicule professionnel ou personnel, hein, il faudra en déclarer l'usage à titre d'activité professionnelle. Et puis également, il faudra indiquer que vous utilisez votre local, votre habitation à titre d'activité. Oui, c'est important. Je vais prendre le relais le temps que tu retrouves ton souffle, Laurence, mais c'est important de s'assurer. Encore une fois, on disait qu'être entrepreneur, c'est maîtriser les risques et on joue pas sa vie. Et il faut pas jouer sa vie, hein. Donc, il y a des assurances qui sont obligatoires, c'est réglementaire, mais d'autres, qu'est-ce qui se passe si votre local brûle? Qu'est-ce qui se passe si vous perdez votre stock? Qu'est-ce qui se passe si, entre guillemets, vous blessez hein, un client ou quand vous faites des travaux, quoi. Et donc, ces assurances, elles vont être importantes justement pour que vous puissiez maîtriser les risques de votre projet et pas vous retrouver engagé à la place de gens qui peuvent s'engager pour vous, comme notamment des assureurs. Voilà, donc, et puis petite nuance aussi entre la décennale, hein, qui assure les litiges après une réception de chantier pour les gens du bâtiment, avec la RC professionnelle qui, elle, va réparer les dommages pendant la durée du chantier. Donc, la RC professionnelle, même si elle n'est pas obligatoire au sens du juridique, hein, elle est fortement conseillée puisque de toute façon, vous aurez toujours une obligation de réparer. Donc, ça concerne autant la coiffeuse qui va avoir un litige avec une cliente qui estime qu'on lui a brûlé le cuir chevelu, ou voilà, ça peut être vraiment n'importe une intoxication alimentaire, voilà, plein de choses. Donc, on fait très attention. Et puis surtout, bah, ça va permettre d'avoir une idée de ce que ça va vous coûter. Et ça, c'est quelque chose, bah, si par exemple, on se lance en tant que micro-entrepreneur et puis qu'on veut faire une toute petite activité en parallèle de son activité salariée, bah, il peut être parfois très difficile de répercuter le coût de l'assurance à l'année sur ses prix de vente, hein. Si on vous dit bah, l'assurance, il y en aura pour 5 000 €,
et puis que vous pensiez bosser qu'un samedi de temps en temps, eh ben, effectivement, ça va vous générer des charges que vous allez peut-être avoir du mal à répercuter au niveau des prix de vente. Donc, autant anticiper hein, plutôt avant de s'immatriculer trop vite. Alors, dans tous les cas, que vous travaillez chez vous, que vous vous déplaciez au domicile des clients ou que vous receviez vos clients dans un local, il va y avoir quand même des précautions à prendre. Alors, on va commencer par le plus simple. Je travaille chez moi, j'ai un petit bureau et puis je me déplace chez les clients. Ou alors, je travaille chez moi tout simplement. Et puis, je fabrique par exemple des pâtisseries sèches que je vends par Internet, par exemple, ou que je vends à des réseaux de distributeurs ou par des plateformes, hein. Je fabrique des vêtements, je fais de la couture, des petits articles de décoration en couture et je les vends via les plateformes. Dans ce cas-là, il faudra quand même vérifier. Ce n'est pas parce que vous êtes chez vous, et même quand vous êtes propriétaire, que tout est permis. Donc, on se rapprochera quand même soit de la mairie, soit du syndic de copropriété. Hein, si j'habite dans un lotissement ou dans un immeuble, voilà, on va quand même vérifier qu'on a le droit d'exercer une activité professionnelle dans son appartement. La réglementation, parfois, peut vous interdire de mentionner un nom commercial sur une boîte aux lettres, par exemple. Et puis, la mairie peut aussi décider de vous faire payer peut-être une taxe sur les enseignes, une taxe sur une publicité, un panneau publicitaire que vous installeriez sur votre terrain. Donc, ou alors tout simplement l'interdire. Ça, c'est des choses que l'on peut voir aussi. Donc, attention à tout ça. À domicile, on a parfois des personnes qui, souvent en coiffure ou en esthétique, préfèrent réaliser des travaux chez elles pour recevoir leurs clientes. Elles vont créer un petit salon, une salle, un petit institut au domicile. Dans ce cas-là, si jamais il y a un accès autre que celui de l'habitation, hein, c'est-à-dire c'est pas une pièce dans l'habitation que vous avez aménagée, mais qu'on a vraiment quelque chose de distinct avec son propre accès, là, vous avez toute la réglementation aux normes accessibilité qui va s'appliquer. C'est-à-dire que ça doit être accessible, c'est-à-dire à une poussette, à un fauteuil roulant, donc des rampes d'accès, la hauteur de la sonnette, des dégagements suffisants pour pouvoir se déplacer avec un fauteuil. Voilà, donc c'est toutes ces petites choses-là. Il faut bien intégrer toutes ces normes avant de se lancer dans les travaux. Du coup, quand on prend un local commercial, donc première chose, on continue sur les normes, donc on va vérifier qu'il répond bien à ces normes accessibilité. Si on souhaite faire des travaux parce que c'est plus à notre goût, parce qu'on se dit je vais créer un petit espace de réserve, ou au contraire je vais agrandir sur ce côté-là, ou je vais créer, je fais des plats à emporter, mais je vais créer une petite salle, voilà, je vais créer un petit espace avec 3 tables pour que les clients puissent s'asseoir. Là, c'est pareil, hein, on va faire très, très attention. Il va falloir quand même demander une autorisation. Donc, les autorisations de travaux, même si vous êtes propriétaire, donc c'est le service urbanisme, hein, il peut y avoir une déclaration de travaux ou une demande de permis aussi. Donc, tout ça est bien à prévoir en amont, bien faire ses plans et puis bien regarder au niveau de son bail. Alors, le bail, là, c'est le grand sujet. Vous êtes encore trop nombreux à signer des baux en vous engageant un petit peu rapidement. Alors, le bail, c'est vrai que sur le principe, il vous protège. Il vous protège pendant 9 ans hein, de toute augmentation pas normale du loyer, on va dire. Mais il protège aussi le propriétaire. C'est celui qu'on appelle le bailleur. Le propriétaire, il n'a pas le droit de vous augmenter le loyer ou il n'a pas le droit de vous dire ah tiens, l'année prochaine, je vous mets dehors parce que je récupère mon local. Il y a des cas vraiment très particuliers où c'est possible, mais en principe, on a ce qu'on appelle une protection et c'est pour ça qu'on les appelle des baux de 3, 6, 9. C'est-à-dire que votre bail, une fois que vous l'avez signé, si c'est un nouveau bail, hein, je ne parle pas des reprises de bail en cours, la reprise du bail en cours, en fait, voilà, on va regarder à quelle date il s'arrête et puis il faudra bien demander son renouvellement.
Mais quand on signe son bail, en principe, eh ben, on ne va pas pouvoir le résilier, on ne va pas pouvoir sortir du local avant la fin de la 3e année. Et puis, si on rate le coche, on devra attendre la fin de la 6e année, etc., jusqu'à la 9e année. Puis ensuite, il faudra demander le renouvellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que si le local finalement n'est pas très adapté, que vous vous êtes un peu emballé, eh ben, c'est mort. Pendant 3 ans, vous aurez cette obligation de payer un loyer au propriétaire. Donc, il faudra donner vos dédits de 6 mois avant. D'autre part, on en a aussi certains, voilà, qui, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, ben, ils se rendent compte que l'entrepreneuriat, ben, c'était une belle expérience, mais voilà, qui veulent repartir sur un emploi salarié ou partir sur un autre projet. Donc, ben, ils souhaitent quitter le local. Mais là, ça peut être compliqué aussi, parce qu'on nous appelle, nous, pour nous dire, ben moi, je voudrais céder mon pas de porte. Bah, le pas de porte, voilà, c'est un propriétaire, hein, qui possède un pas de porte. Vous avez juste un contrat qui vous permet de louer un local pour une activité bien précise, qui est souvent précisée. Donc, tout ça pour vous dire que le bail nécessite une lecture très, très poussée, de l'interprétation sur les clauses qui vont être mentionnées. Donc là, référez-vous à votre notaire, à un expert juridique, à votre expert comptable, pour vérifier que vous ne signez pas, voilà, un bail qui soit trop contraignant, avec par exemple, des garanties de loyer à payer si vous vendez, etc. Et puis, concernant l'emplacement, ben, c'est comme quand on achète une maison ou un appartement, hein, on dit que la valeur d'un local, ben, c'est sa situation, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Si on a des projets, au niveau de la commune, de supprimer des parkings, de faire des travaux qui vont durer pendant 1 an, hein, le centre de Bourgoin, a un petit peu souffert de ces choses-là. Donc, il faut quand même pouvoir l'anticiper pour développer une offre, peut-être via du click and collect et des choses comme ça. À Lyon, on a eu aussi ces soucis-là pour les commerçants. Donc, bien anticiper tous les travaux d'urbanisme qui peuvent y avoir sur votre quartier. Et Mm. puis, l'autre possibilité, on peut aussi créer et s'installer autrement, parce que malgré tout, on a envie de rejoindre d'autres porteurs de projets. Donc, ben, les pépinières, je vais laisser Christophe prendre le relais, les ateliers relais, on a des incubateurs, etc. Et puis là, je vais laisser Christophe vous expliquer un petit peu tout ça. Oui, il y a des infrastructures qui existent sur le territoire de la CAPI notamment, mais dans les autres communautés de communes également, qui peuvent vous permettre de vous implanter sans forcément être obligé de travailler chez vous. C'est pas toujours facile, hein, d'être sur le coin de la table de la cuisine, je dirais devant la feuille blanche. Là aussi, on peut manquer de dynamique parfois, donc rejoindre un collectif de travail, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et puis, y compris des infrastructures un peu plus techniques, comme des ateliers pour faire du stockage, etc., quoi. Hein, alors, ces infrastructures, quelles sont-elles? Alors, il y a les pépinières d'entreprise. Je vais détailler un petit peu plus ce qu'explique. Il y a les incubateurs, il y a les espaces de coworking. Et il y a des structures qui existent aujourd'hui sur le territoire de Bourgoin-Jallieu, de la CAPI, et encore une fois, et autour, en Nord-Isère, sur ce type de thématique. Alors, une pépinière, c'est quoi? Une pépinière, c'est l'accès à, d'une part, des locaux à des tarifs tout à fait compétitifs. Généralement, c'est entre 30 et 50% du prix du marché. Donc, ça vous permet d'avoir un loyer, de payer un bureau, louer un bureau ou un atelier, comme je vous le disais, à des tarifs qui vont être tout à fait compétitifs. Alors, c'est limité dans le temps, généralement, ça va pas au-delà de 3 ans. Mais donc, ça peut vous permettre de démarrer progressivement avec des charges financières sur un loyer qui va être allégé. Alors, tout à l'heure, Laurence parlait de pas de porte. On n'a pas de boutique, pas de porte, etc. Il existe des boutiques à l'essai, des choses, etc., qui peuvent se faire. Mais généralement, on est plutôt sur des infrastructures qui ne sont pas des pas de porte. Et puis, être en pépinière, vous êtes encore dans une logique, dans un environnement d'accompagnement à la création d'entreprise. C'est-à-dire que vous allez avoir un suivi individuel pour vous aider à piloter votre projet d'un point de vue économique et commercial notamment. Vous aurez des ateliers de formation, d'échange, de partage de pratiques avec d'autres entrepreneurs. Donc, vous continuez d'être formé, de monter en compétences, je dirais, pour pérenniser finalement le démarrage de votre activité pendant ces 3 premières années. Et puis, on parlait de collectif de travail. Et donc, travailler en pépinière, c'est travailler avec d'autres entrepreneurs qui ne font pas le même métier que vous, mais avec qui vous allez partager des moments conviviaux, mais aussi des moments d'échange.
hein, des échanges de services, de pratiques, différentes choses. Et en fait, bah, c'est comme si vous restiez comme ça, vous n'étiez pas isolé en tant que chef d'entreprise, je dirais, soit chez vous, soit dans votre local, mais vous pouvez, je dirais, partager un certain nombre de choses avec les entrepreneurs qui sont présents en pépinière. Donc on le disait, donc à Bourgoin-Jallieu, il y a la pépinière de la CAPI, hein, voilà, qui propose un certain nombre de bureaux et puis d'ateliers. Et vous avez également 2 espaces de coworking et puis un incubateur qui se trouve à Villefontaine et qui peut vous permettre effectivement, je dirais, de ne pas rester tout seul dans la façon dont vous allez conduire et démarrer votre projet. Donc ça peut être une alternative, pourquoi pas, au travail chez vous ou au travail, je dirais, dans un local. Alors, pour revenir sur cette question d'études de marché, on a regardé un petit peu, et donc je vous rappelle, on a dit qu'il fallait étudier un petit peu l'univers des clients, l'univers des concurrents, et puis cette fameuse analyse macroéconomique, la politique, économique, sociologique, etc., dont a parlé Laurence. Donc vous allez me dire, mais comment on fait maintenant? Il y a un certain nombre de sources, et la première source, elle est intéressante parce que elle peut permettre effectivement d'accéder à beaucoup d'informations économiques, macroéconomiques notamment, sans forcément se déplacer de chez soi. Et il y a beaucoup d'études économiques existantes auxquelles on peut accéder de façon gratuite ou quasi gratuite, je dirais, par Internet. Si vous allez travailler à destination des particuliers, si votre activité elle concerne des particuliers, le site de l'INSEE, par exemple, est extrêmement riche. Il va vous proposer des données sur la consommation des ménages. Hein, est-ce qu'on consomme plus tel produit ou plutôt tel type de produit? Est-ce qu'il y a de la disparité entre tel territoire et tel autre territoire? Comment tel territoire est structuré en termes de caractéristiques? La situation des ménages, leurs revenus, voilà, leur tranche d'âge, etc., toutes sortes de choses. Donc, vous allez pouvoir trouver beaucoup, beaucoup de chiffres, je dirais, sur la consommation, je dirais, des ménages sur le site de l'INSEE. L'INSEE propose un outil également qui s'appelle ODIL, ODIL, hein, il y en a d'autres, qui va vous permettre, on parlait d'emplacement, de positionner, je dirais, un emplacement géographique et d'être sûr que votre local, vous allez l'implanter à un endroit où se trouvent bien les clients que vous avez ciblés finalement tout à l'heure, puisqu'on poursuit la démarche, quoi. Donc c'est un site qui est très très intéressant si vous avez une activité à destination des particuliers. Si vous voulez plutôt travailler à destination, je dirais, des professionnels, les sites de référence vont être plutôt ce qu'on appelle les CCI, les chambres de commerce et d'industrie, mais également la chambre des métiers, selon que vous allez travailler plutôt à destination d'artisans ou au contraire de commerçants ou d'industriels. Donc auprès de vous pouvez trouver des chiffres clés, des informations intéressantes sur l'activité clé, je dirais, du secteur que vous visez, mais également, pourquoi pas, acquérir des fichiers, des données, etc., en vous adressant auprès des CCI ou auprès des CMA. Et puis, vous savez qu'en France, chaque secteur d'activité est réglementé, hein, et donc souvent, il est représenté par ce qu'on appelle un syndicat ou un organisme professionnel. Et donc, auprès de ces syndicats, qui souvent ont des observatoires, publient des chiffres annuellement, mensuellement, vous allez pouvoir récupérer plein, plein de chiffres clés de façon totalement gratuite sur l'activité dans laquelle vous allez vous lancer. Il y a la presse spécialisée également, la presse professionnelle dans chaque secteur d'activité. Vous avez des journalistes, des organes de presse qui vont publier des articles sur une thématique ou sur une autre en s'appuyant sur des chiffres clés, des sources qui peuvent être des études économiques sur lesquelles vous allez récupérer. Et puis, autre source économique ou source qui peut être intéressante, c'est tout ce qui est lié à la création d'entreprises. Donc là, on a le petit cycle de la BPI. La BPI, c'est l'organisme de tutelle de la création d'entreprise, une banque publique d'investissement, BPI Création. Donc la BPI va publier beaucoup, beaucoup de données, beaucoup de chiffres, des fiches projecteurs également, qui sont des fiches récapitulatives sur certains secteurs d'activité, qui vont vous permettre d'accéder à de l'information sur le secteur d'activité dans lequel vous allez vouloir démarrer. D'un autre site ressource qui s'appelle Je crée dans ma région, également sur lequel vous allez pouvoir trouver pas mal de choses. Mais, entre guillemets, vous ne ferez pas votre étude de marché sans bouger de votre canapé. Il va falloir aussi aller vous confronter au terrain et aller rencontrer, je dirais, les gens sur le terrain. Donc, aller rencontrer la filière, c'est-à-dire les fournisseurs. Vous allez vous inscrire dans une filière. Je ne sais pas, si vous allez devenir boulanger, vous allez acheter de la farine, hein, vous allez acheter des ingrédients. Et donc, cette farine, il va falloir que vous allez voir des minotiers, peut-être, etc., vous compariez des choses, hein, parce que les prix d'achat, les usages, les conditions, les pratiques qui sont utilisées dans la profession, elles seront les mêmes pour vous, boulanger, que pour votre voisin boulanger ou pâtissier. Donc, il va falloir que vous appréhendiez
ça fait partie de votre travail d'étude de marché, hein, que vous compreniez toute cette filière, le fonctionnement de cette filière, de manière un petit peu à intégrer tous ces éléments-là et prendre comme input, parce que de toute façon, bah, vous aurez des conditions qu'il faudra appliquer, je dirais, vous, dans l'activité que vous allez démarrer. Vous ne pourrez pas totalement vous affranchir, je dirais, des conditions de la filière. Petite parenthèse là concernant les fournisseurs, et là je m'adresse plus particulièrement aux micro-entrepreneurs qui se poseront certainement et obligatoirement la question, est-ce que je fournis à mon client sur les activités mixtes du bâtiment, est-ce que je fournis à mon client ou est-ce qu'il achète lui-même ses matériaux et moi je facture que de la prestation? Donc là, c'est aussi quelque chose à évoquer avec vos fournisseurs un petit peu, c'est est-ce que ça se fait, est-ce qu'ils font des factures à des clients particuliers, voilà, sous quelles conditions, etc. Voilà, je ferme la petite parenthèse. Concernant l'étude de la concurrence, donc là, que ce soit les réseaux sociaux, Google, en tout cas l'Internet nous simplifie drôlement la tâche, puisqu'il suffit de taper boulanger et sans même préciser un secteur géographique. De toute façon, avec la géolocalisation, elle va vous identifier tous les boulangers qui sont à proximité sur la carte avec Google. Donc après, il s'agit soit d'envoyer des collègues, des amis, des parents, faire le client mystère, hein, essayer d'identifier quelle est l'offre, voir un petit peu quels sont les avis des clients, quels sont les horaires d'ouverture, quelles sont les fabrications qui sont maison. Est-ce qu'on travaille avec quel moulin, Banette, les 4 pour le prix de 3, etc., etc., hein, pour bien avoir un panorama bien complet de nos concurrents. Concernant d'autres secteurs d'activité, hein, parfois les clients, lorsqu'ils consultent plusieurs prestataires de services, ils peuvent éventuellement vous parler des devis qu'ils ont déjà reçus. Ça vous permet aussi de vous situer, de voir un petit peu quels sont les tarifs appliqués et puis peut-être d'identifier certains concurrents avec lesquels vous êtes systématiquement mis en confrontation au niveau de vos propositions sur votre secteur géographique. Ces concurrents, parfois, ont aussi un site Internet. Alors, le site Internet, moi, j'aime bien aller les regarder parce que je trouve que ça donne une idée un petit peu du positionnement. On a une idée un petit peu de l'investissement qui a été mis dans ce site. Souvent, on a la présentation de l'offre de prestations ou de produits. On a aussi parfois les tarifs, hein. Si on est sur de la prestation, c'est obligatoire de les afficher. Voilà, ça donne aussi une idée. Donc, ça va vraiment permettre d'alimenter de manière très précise votre tableau d'analyse des concurrents. Et puis, concernant les clients, donc là, il y a des études qui sont toutes faites, hein, qu'on va trouver sur des sites Sofres, etc., où il y a quand même régulièrement des enquêtes qui sont faites auprès des consommateurs pour anticiper justement l'évolution. Et puis moi, là, je mettrai un petit peu voilà, je vous conseillerais de faire un petit peu attention lorsqu'il s'agit de conseils de votre entourage, dans votre entourage propre, très proche. Vos amis, vos parents, ils peuvent être soit carrément des freins, c'est-à-dire mettre en avant tout ce qui est risqué et puis ils vont pas forcément être objectifs en fait, parce qu'ils ont peur pour vous. Ou au contraire, ils trouvent vos idées tellement géniales qui vous poussent. Or, ce n'est pas forcément eux qui seront vos clients, vos consommateurs de demain. Donc, on fait attention quand même lorsqu'on étudie les attentes et les besoins de ses proches. On essaye plutôt de s'intéresser à des échantillons de personnes qu'on ne connaît pas, quitte à faire appel à des juniors entreprises d'écoles de commerce, par exemple. Donc, voilà, c'est la petite, le petit point d'attention que je voulais mettre en avant au niveau des clients potentiels. Puis on va finir sur le marketing mix, sur ce qu'on appelle les 4 P. Donc les 4 P, donc ça vient, voilà, P, produit, prix, place, hein, pour dire distribution, et puis promotion, qui est la communication vraiment au sens large. Alors, concernant l'offre de produits, je pense qu'on vous a convaincu qu'on ne peut pas avoir une offre qui soit bien structurée et bien claire, lisible pour le client si on n'a pas fait toute cette étude en amont. Hein, donc, c'est seulement maintenant que je vais pouvoir définir mon offre. Je vais pouvoir également fixer mon prix
puisque j'ai analysé mon positionnement par rapport à mes concurrents, j'ai rencontré mes fournisseurs, j'ai commencé à travailler sur mon coût de revient, sur les prix psychologiques acceptables par les clients. Donc voilà, ça c'est le deuxième élément de ma politique de marketing mix. Donc je te laisse, Christophe, aussi poursuivre sur les autres aspects. Oui, et donc c'est pas tout, le produit et le prix, hein, mais ce qui est important, c'est qu'il y ait un certain nombre de variables qui soient cohérentes les unes avec les autres. Mais c'est aussi la façon dont vous distribuez, vos horaires d'ouverture, est-ce que vous vendez. Si vous vendez des iPhones à 1 200 € en vente ambulante sur le marché, vos clients risquent d'avoir des doutes en disant, mais ils viennent d'où ces iPhones? Est-ce que c'est des vrais? Est-ce qu'ils sont neufs? Est-ce qu'ils sont pas tombés du camion, etc. Donc vous voyez qu'il y a un besoin de cohérence entre le produit et puis la façon dont on le vend, dont on le distribue. Donc, il va falloir étudier toute cette façon, effectivement, de vendre. Et puis, la communication, je dirais qu'on va adapter. Encore une fois, si je continue dans mon exemple d'iPhone, si vous haranguez la foule en disant iPhone à 100 euros, iPhone à 100 euros, ben, vous risquez de semer des doutes parce que vous aurez des problèmes de cohérence. Et donc, l'enjeu de ce marketing mix, vous voyez, il y a 4 P, on pourrait même, d'ailleurs, il y a une inflation des P, on parle de 7 P, de 9 P, d'ailleurs, il y en a beaucoup plus, mais de la cohérence de ces variables, en fait, vous allez en tirer la clarté du positionnement que vous aurez, quoi. Et c'est comme ça que vous allez convaincre vos clients. Si vos 4 P, ils sont complètement cohérents, stratégie de prix, stratégie de produit, distribution, donc place, et promotion, c'est-à-dire communication, si tout ça serait cohérent, bah vous verrez que tout de suite, dans un monde où il y a une surabondance d'offres, les gens, je dirais, vont tout de suite percevoir la valeur, ce que vous vendez, et là, vous risquez effectivement d'avoir un retour sur investissement, un gain en termes de vente, un taux de transformation qui sera bien meilleur. Voilà. Et donc, en synthèse, si vous avez compris ce que veulent les clients, si vous avez compris ce que font les concurrents, bah, vous allez pouvoir construire votre propre marketing mix, donc les fameux 4 P, et là, vous aurez effectivement un positionnement, une stratégie commerciale qui sera pertinente et qui vous permettra de réussir. Voilà, donc on en a terminé un petit peu sur cette initiation à la réalisation d'études de marché, hein. Donc, je pense que là, vous êtes prêts à vous mettre en marche, hein, pour aller à cette pêche à l'information, pour essayer de structurer tout ça. Et puis, une fois que c'est fait, eh bien, vous pourrez passer au chiffrage. Alors, parfois, vous souhaitez directement faire un prévisionnel avec un chiffre d'affaires, avec un résultat, combien ça coûte, combien ça va me rapporter. J'espère qu'on vous a convaincu que le préalable, c'est l'étude de marché. On ne peut pas parler de chiffre d'affaires tant qu'on n'a pas défini à qui on s'adressait, qui seront mes clients, qu'est-ce que je vais leur vendre et combien je vais leur vendre. Donc, là, ça sera la deuxième étape, hein. C'est l'objet de la conférence suivante pour ceux qui sont en présentiel et puis que vous pouvez suivre également en visioconférence sur combien ça coûte, combien ça rapporte. Donc là, dans ce cas-là, il s'agit de chiffrer, de réaliser le plan de financement, le compte de résultat prévisionnel, le budget de trésorerie. Donc, que ce soit Christophe et ses collègues à la Chambre de commerce ou nous-mêmes à la Chambre de métier, on a toute une offre de formation qui est adaptée, hein, pour vous accompagner. On a aussi de l'accompagnement sur mesure, voilà, du lancer mon projet, de l'accompagnement individuel. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous faire accompagner ou à vous former pour mener à bien cette étude de marché. Donc là, il nous reste à vous remercier pour votre attention. Et puis, on vous remercie également de nous répondre en nous renvoyant le questionnaire qui vous sera envoyé. À l'issue de la réception de ce questionnaire, on pourra vous envoyer le support PowerPoint de cette présentation. Voilà, donc écoutez, merci bien à tous. Christophe, un petit mot de la fin? Merci à vous, merci pour votre attention, et puis bon projet de création de reprise d'entreprise. Très bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.